Zulf Lawen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de polar et d'histoire. Et pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain Jean-Michel Lecoq. Jean-Michel Lecoq, bienvenue à Berbère Télévision. Bonjour à vous, Monsieur Zirem, et merci aussi de me recevoir sur votre plateau. Je vous en prie, c'est un grand plaisir pour moi. Et donc, vous avez écrit quand même pas moins de 4 polars, dont le dernier vient juste de sortir et qui s'appelle Portrait robot, publié aux éditions L'Harmattan. Alors, ce portrait robot, il raconte quoi comme histoire ? C'est un polar, et je dirais même un thriller, tout dépend de la définition que l'on donne à ces termes. Assez sombre. J'ai voulu réaliser un polar sombre, écrire un polar sombre. C'est l'histoire d'une vengeance, mais je ne veux pas trop dévoiler le sujet. Simplement, je suis parti d'une idée qui avait germé dans mon esprit, celui d'un premier chapitre, d'un démarrage de roman. C'était une jeune femme qui était sur le bord d'une route, une jeune femme, vous l'imaginez, qui n'était pas n'importe quelle jeune femme, et qui, dans son cheminement, assassinait 5 personnes. D'accord. Et donc ça commençait déjà très fort. Et je ne savais pas sur quoi cela déboucherait. Et j'ai relevé le défi de donner à ce chapitre une suite. Voilà, tout simplement. Cette idée de départ. C'est comme ça que ça a commencé. Exactement. Mais il y a eu une suite, et donc il s'agit de Juliette Lafont, c'est elle qui s'évade de l'hôpital, c'est ça? Voilà, c'est une jeune schizophrène qui a assassiné ses parents et qui a été jugée pénalement irresponsable, donc enfermée dans une unité spécialisée dans un hôpital psychiatrique, et qui s'en évade. Et dans sa cavale, elle commence de nouveau à commettre des meurtres. Voilà. Oui. Et en 1996, donc, elle commet 5 meurtres. Puis on retrouve son cadavre à moitié décomposé, dévoré par les animaux, dans la forêt des Ardennes. Et voilà que 15 ans plus tard, dans le département du Var, à 1000 km de là, de nouveaux meurtres sont commis avec la même arme et le même mode opératoire. Voilà, ça c'est Ça c'est l'intrigue principale. Voilà, et comment se peut-il alors? Cette femme, elle est déjà morte, et puis il y a d'autres crimes qui sont commis. Alors, ça y est, il faut lire le livre pour le savoir. On peut quand même poser un certain nombre de questions. Oui. Est-ce que c'est elle qui est vraiment morte dans la forêt des Ardennes? Est-ce que c'est quelqu'un qui a repris le flambeau et qui veut la venger? Est-ce que c'est vrai qu'il y a un mystère derrière, et un mystère que le livre va s'employer à résoudre. Oui. Avec, au terme de multiples rebondissements, des fausses pistes, voilà, et un dénouement un peu surprenant, comme tous les bons polars qui se respectent. Voilà, comme tout bon polar qui se respecte, effectivement. Mais le polar, il a cette qualité, effectivement, de suggérer toujours plusieurs pistes, n'est-ce pas? Bien sûr, il ne faut pas que la vérité, la fin soit donnée d'entrée de jeu. Quoi que cela arrive, tout le monde se souvient des feuilletons de l'inspecteur Colombo, ou du lieutenant Colombo, où on savait d'entrée de jeu qui avait tué, et ensuite peut-être pas toujours, peut-être qu'on ne savait pas toujours aussi. C'était quand même un petit peu le principe, et le feuilleton, enfin le polar consistait simplement à savoir comment on allait incriminer le coupable, comment on allait le confondre. Là, on sait que c'est elle qui, au départ, a commis les meurtres dans les Ardennes, mais par la suite, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, et pourquoi, et comment se peut-il que 15 ans après, on retrouve la même arme D'accord, voilà, d'accord. Mais les pistes se multiplient, c'est vrai, jusqu'à ce que la vérité éclate. Ce genre de policier, de thriller, offre à l'écrivain de ce genre littéraire, qui est devenu maintenant un genre majeur, contrairement à certaines années. Donc, il offre cette possibilité de jouer avec plusieurs intrigues, peut-être même dans un seul livre. Oui, dans mes autres ouvrages, on en reparlera. J'ai aussi filé aussi parallèlement plusieurs histoires, plusieurs intrigues. Là, il n'y a qu'une seule histoire, qu'une seule intrigue, mais elle est vue de plusieurs points de vue, selon les hypothèses qui sont échafaudées par les enquêteurs, et notamment par mon principal enquêteur, le capitaine Tragos.
D'accord. On va laisser tranquille ce capitaine, puisque Monsieur Jean-Michel Lecoq, avant d'écrire des polars, vous avez été inspecteur de l'éducation nationale, peut-être durant 30 ans. Et qui est-ce qui vous a poussé à écrire des polars? Et pourquoi spécialement les polars? Alors c'est une question difficile parce que je n'ai pas véritablement la réponse. J'ai toujours aimé lire des polars. Je lis aussi d'autres choses, bien sûr. J'ai des goûts relativement éclectiques en matière de littérature. Mais les polars représentent quand même une grosse part de mes lectures. Et j'aime le mystère, j'aime l'énigme. Voilà, c'est un penchant que j'ai. C'est peut-être une passion, mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Et donc, pour le portrait robot, vous êtes dans l'époque contemporaine. En revanche, dans 24, donc le précédent thriller qui est paru chez l'Harmattan, c'est une autre époque. C'est le XVIe siècle. Et voilà, c'est le XVIe siècle et c'est souvent à Paris. C'est à Paris, mais j'en ai écrit un autre qui se déroulait en province, à Sedan, dans une principauté huguenote du XVIe siècle. Alors, je dois dire que je suis marié avec une historienne. D'accord, d'accord. Donc, qui m'a insufflé ce goût de l'histoire. C'est Joël, on lui rend hommage ici sur Berbère Télévision, bien sûr. Et 24, d'ailleurs, a été écrit à partir d'une idée qui a germé dans son esprit. D'accord. J'étais un peu en panne d'imagination et elle m'a dit, mais pourquoi ne traiterais-tu pas d'un polar qui se situerait au XVIe siècle, au moment de la Saint-Barthélemy? Oui. Et nous sommes partis de là, voilà, j'ai pris ma plume, enfin si je puis m'exprimer ainsi. Mais bien sûr, bien sûr que vous pouvez dire les choses ainsi. Et donc, ce travail quand même sur le polar vous a demandé des travaux sur l'histoire de Paris, son architecture, le nom des rues, le nom des personnages. Alors j'ai conduit un travail de documentation très important. Très important, ça demande en amont un travail considérable de recherche. Je ne suis pas historien, je ne suis pas spécialiste de Paris, je ne suis pas non plus musicologue. Oui, bien sûr. Vous allez nous le dire. Le roman porte quand même sur... L'intrigue, elle est en rapport avec l'Académie de musique, effectivement. Mais j'ai donc dû travailler énormément, faire des travaux de recherche, et j'ai travaillé notamment sur la Saint-Barthélemy, qui est au cœur aussi de l'intrigue. Tout à fait. J'ai travaillé, par exemple, à partir du livre, l'excellent livre de l'historien très connu Philippe Erlanger. Tout à fait. La Saint-Barthélemy. J'ai travaillé aussi sur un livre qui est le résultat d'une thèse de doctorat sur les curés de Paris au XVIe siècle. Vous voyez, c'est très pointu, très spécialisé, parce que les crimes sont commis dans des églises. Et là, effectivement, dans 24, il y a des personnages qui vont devenir plus tard des emblèmes pratiquement de l'histoire de la France, n'est-ce pas? Oui, je pense notamment à Henri de Navarre, Henri IV, qui est, puisque les événements se situent au moment de la Saint-Barthélemy, au moment du mariage du futur Henri IV, la reine Margot. C'est-à-dire que j'ai voulu, ce que je cherche dans mes romans historiques, ce que je cherche à faire, c'est à créer la vraisemblance, c'est-à-dire à greffer, c'est un peu comme on peut comparer ça à une greffe, greffer des personnages de fiction, des personnages imaginaires sur des lieux, des événements et des personnages ayant réellement existé. Et si la greffe prend, le roman est réussi. En tout cas, dans 24, la greffe a bien pris et cette histoire est passionnante. Vous pouvez nous la raconter un petit peu, la synthétiser, donc autour de ces cadavres qui sont retrouvés. Alors tous les 24 de chaque mois, à partir du mois d'août 1571, on retrouve le corps d'un musicien dans une église de Paris, assassiné, avec au creux de la main un étrange signe qu'on n'arrive pas à décrypter dans un premier temps. Et c'est le 24 de chaque mois que se produisent ces meurtres. Et donc vous avez cette période troublée du dernier quart qui précède le dernier quart du XVIe siècle, où il y a les conflits religieux. Tout à fait. Où il y a des tensions très importantes dans le royaume de France. Les rumeurs vont bon train et des événements de cette nature peuvent à tout moment déclencher des troubles graves
que redoute la famille royale, et notamment la reine-mère, Catherine de Médicis. Tout à fait. Et c'est elle qui pense qui est aussi un personnage du livre. Catherine de Médicis est même un Bien sûr. personnage central, et c'est un de Voilà. mes personnages favoris. Catherine de Médicis redoute que ces événements, que ces meurtres, soient un catalyseur, soit le catalyseur pour étendre les troubles qui se manifestent déjà dans Paris et dans le royaume. Donc elle décide, elle pense, elle, que ce sont des meurtres qui ont une origine dans le monde de la musique. Donc elle décide de faire venir son filleul, Vincenzo, qui est un musicien florentin de grand talent. Elle lui demande de s'introduire dans le milieu des musiciens parisiens pour mener son enquête. Voilà, c'est le principe de ce roman. Et alors, ce Florentin, il va parvenir ou pas? Bon, la question est posée, mais bon, mais vous êtes l'auteur du livre, vous pouvez nous dire un petit peu, hein, comment il va faire? Alors, il va travailler avec un des écuyers de Catherine de Médicis, Robert de Caulaincourt, qui lui est un personnage tout à fait imaginaire, hein, comme Vincenzo Tramoni, mon musicien. Oui. Mais ils vont travailler aussi avec des personnages qui existent, hein, qui ont un nom dans l'histoire de France, voilà. Qui ont été baillis de Paris, prévôt de Paris, et puis en liaison avec Catherine de Médicis, puisque c'est son filleul. Donc on va le voir en scène avec Catherine de Médicis. Et j'ai voulu donner au personnage réel une véritable authenticité, c'est-à-dire que Catherine de Médicis apparaît dans mon roman comme la véritable Catherine de Médicis, le roi Charles IX également, puisqu'il est mis en scène aussi. J'ai donc voulu travailler sur le caractère d'authenticité de ces personnages pour donner d'autant plus de vraisemblance, sinon d'authenticité, à mes personnages de fiction. Tout à fait. En tout cas, le livre est bien écrit, il est prenant et en plus aussi, j'oubliais de le dire, vous êtes un passionné d'architecture et on retrouve ce Paris-là qu'on n'a pas connu. Hein. Nous, on l'a pas connu, ce Paris-là, hein, de l'été 1572. Alors, je ne l'ai pas connu non plus. Et je n'ai pas eu à travailler beaucoup sur la documentation de ce point de vue architectural parce que au cours de ma vie, j'ai séjourné pendant plus de 17 ans dans une ville qui était une ville d'art et d'histoire et qui avait une riche histoire à l'époque du XVIe siècle. C'était un refuge huguenot. C'est Sedan ? C'est Sedan. Oui. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'architecture de cette ville dans un contexte que je n'évoquerai pas là, mais qui est professionnel. Vous pouvez l'évoquer, hein, c'est pas grave. Ouais, tout simplement dans le cadre de la préparation du label Ville d'art et d'histoire. D'accord. Et donc, je me suis spécialisé, je crois, là, je peux dire que j'ai quelques clartés du sujet, je me suis spécialisé dans l'architecture, et notamment l'architecture du XVIe, ou pas de la Renaissance, parce que c'est déjà pratiquement le style Louis XIII, hein, la fin du XVIe, le début du XVIIe. Et donc, j'ai pu restituer l'architecture de Paris, qui était à l'image de l'architecture des autres villes de France à cette époque. Vous pensez qu'elle était un peu semblable à ce moment-là? Oui. Si on voulait un peu la cataloguer, on va dire quelle était comment cette architecture à ce moment-là, bien sûr. Ben, c'est une architecture qui est l'œuvre d'architectes certes nationaux qui gravitent autour du pouvoir royal, autour des grands du royaume, mais dont les principales villes françaises s'inspirent du modèle. Par exemple, pour ne donner qu'un exemple, Salomon de Brosse, qui est un des architectes les plus connus du XVIe siècle, a inspiré des monuments qu'on retrouve à Sedan. Le Palais des Princes de Sedan a été bâti sur des plans de Salomon de Brosse. L'architecte qui a construit le château de Diane de Poitiers a influencé la réalisation de demeures, de palais qui ont été réalisés en province et également à Sedan, dans la ville de Sedan. Donc j'avais une image à Sedan de ce que pouvait être l'architecture parisienne de l'époque. D'accord. À peu de choses près. D'accord. Et puis vous avez aussi le nom des rues. Et pour les rues, vous les aviez un peu dans votre imaginaire ou bien vous travaillez quartier par quartier? Alors les rues, je les ai travaillées sur un plan d'époque. Je me suis procuré, je ne sais plus dans quelle maison d'édition, mais c'est un plan qui a été réalisé par des universitaires
un plan qui date de la fin du XVe siècle. Hein. Je n'ai pas trouvé de plan suffisamment satisfaisant de la fin du XVIe siècle, mais quand on sait que l'évolution urbanistique de Paris, ces 30 transformations datent de l'époque d'Henri IV. Hein. Jusqu'à la fin du XVIe siècle, le Paris médiéval a subsisté dans l'enceinte de Philippe Auguste et de Charles V. Donc, le Paris de 1572 était encore très proche du Paris du XVe siècle. D'accord. Ou de la fin du XVe siècle. Donc j'ai travaillé sur plan et j'ai retrouvé les rues, j'ai retrouvé bien sûr tous les lieux et j'ai voulu les mettre en scène comme mes personnages ayant existé, Catherine de Médicis. C'est passionnant quand même comme travail. Certaines rues sont les mêmes. Aujourd'hui même. Alors sûr. Oui, il y a des rues qui sont les mêmes, mais il y a aussi des lieux qui ont disparu. Totalement, bien sûr. Et j'ai travaillé avec deux plans, le plan de la fin du XVe siècle, ou du début du XVIe siècle, et le plan actuel. Et j'ai été d'ailleurs étonné de découvrir à quel point la ville de Paris était un village, une toute petite ville. Tout à fait, c'était un village effectivement, et déjà à cette époque, donc Notre-Dame qui fête cette année ses 850 années, était déjà là. Elle était au cœur de l'île de la Cité, voilà. autour de laquelle l'île de la Cité, autour de laquelle gravitait la vie de la capitale. C'était là qu'était le palais royal, c'était là qu'était l'archevêché, les deux pouvoirs, le pouvoir séculaire et le pouvoir spirituel, le pouvoir temporel, pardon, et le pouvoir spirituel, qui à la fois co-géraient la ville de Paris et quelquefois étaient en concurrence, et même souvent en concurrence. Hein. C'est aussi un des ressorts vous racontez ça très bien d'ailleurs dans votre livre, mais en lisant un peu quelques intrigues, quelques coups fourrés, on se met à se dire que ça existait déjà à cette époque-là. Le XXIe siècle n'a rien inventé. Voilà. Déjà au XVIe siècle, il existe. On dit qu'aujourd'hui notre société est procédurière, que les tribunaux, les procès se développent. Etc. À l'époque, j'ai découvert que par exemple les curés de Paris étaient régulièrement en procès avec l'archevêché, avec leurs abbayes, que les avocats à l'époque avaient un travail considérable. Il y avait déjà des conflits d'intérêts, il y avait des conflits politiques. Tout à fait. Ce qui a peut-être changé, c'est que aujourd'hui il n'y a pas quand même de grands quartiers où l'insécurité est presque totale. Vous le dites dans le livre, hein. Même s'il y a des quartiers chauds, mais peut-être que l'insécurité est différente en tout cas. Il ne faisait pas bon au XVIe siècle comme au Moyen Âge, mais au XVIe siècle encore, et peut-être même jusqu'au siècle suivant, se promener entre la rue d'Aboukir et la rue Saint-Denis, parce que c'était la cour des miracles. Voilà. Et la vie de Paris, surtout le soir et la nuit, était d'une insécurité totale. On raconte même, certains historiens, Erlanger, racontent que la nuit, les argotiers, les mauvais garçons, s'introduisaient même, quand ils ne trouvaient pas de bourgeois rançonnés dans la rue, s'introduisaient dans les immeubles. Dans les domiciles, carrément. Ils forçaient les portes. Voilà. Il forçait les portes pour prendre de l'argent à ces gens-là, voilà, c'est ça ? De gré ou de force, pour rançonner l'habitant. Et la situation, elle a commencé à changer, à devenir plus sereine plus tard ? Ou bien elle s'est maintenue ? Il faudrait demander là à un historien plus confirmé que moi. Je pense que c'est une période très récente qui a dû installer la sécurité dans nos villes, et notamment dans la ville de Paris. Même au XIXe siècle, la sécurité on ne pouvait pas voyager en province sans courir le risque de se faire rançonner et même assassiner. Ça, au XIXe siècle. Oui, ça c'est vrai. En revanche, cette période-là, donc vers l'été 1572, il y avait donc des musiciens, il y avait des écrivains, il y avait déjà des intellectuels aussi. Et donc dans la ville de Paris, c'était déjà un centre que tous ces gens-là voulaient visiter et voulaient s'y installer aussi. La vie culturelle était foisonnante à l'époque. Et c'est quand même à cette époque, c'est en 1570, donc 2 ans avant l'année où se situe ce roman, c'est en 1570 que le roi crée l'académie de musique et de danse du roi, qui était créée par Monsieur de Baïf, en fait. C'est Monsieur de Baïf, le célèbre écrivain, qui a mis en place cette académie et qui donnait des représentations dans tous les collèges
Les collèges étaient très nombreux dans Paris, ils faisaient partie de l'université. Il y avait une vie universitaire, une vie estudiantine très forte. Il y avait la Sorbonne, bien sûr. Tumultueuse même. Bien sûr. Et dans les collèges, on donnait déjà des comédies, des tragédies. Les pièces de Jodelle ont connu leur première représentation dans des collèges, notamment le collège de Boncourt, que j'évoque dans mon roman, qui est maintenant le ministère de la Recherche, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, rue Descartes. Ce collège de Boncourt était un lieu où il y avait une vie culturelle intense. Et Pierre Ronsard le fréquentait assidûment. Agrippa d'Aubigné, que je mets en scène aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est de multiples personnages que vous mettez en scène effectivement dans 24, donc qui est paru aux éditions L'Harmattan. Et donc, avant ce 24, vous avez déjà publié aussi, toujours aux éditions L'Harmattan, Le Christ jaune. C'est toujours un polar? C'est un polar. Thriller? Alors, tout dépend de ce que l'on appelle un polar. Un polar, c'est le terme trivial ou le terme familier, comme vous voudrez, pour désigner un roman policier. C'est un terme bien commode, générique, polar, voilà, thriller. Je n'ai jamais trop su quelle était la différence, même si j'ai un peu ma propre explication. Et votre propre explication, alors, c'est quoi? C'est américain, l'autre c'est français? J'ai une définition très institutionnelle. Je me réfère au dictionnaire. Allez-y, vous pouvez nous la donner, au dictionnaire. On vous fait confiance. Je me réfère au Larousse, et qui dit que le thriller, qui est entré maintenant dans le dictionnaire, c'est un terme qui est maintenant dans le dictionnaire, le thriller, c'est le film ou le roman qui suscite de l'angoisse, qui donne des frissons. Mais j'ai rencontré récemment quelqu'un qui en donne une définition qui pouvait être aussi très intéressante. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, l'affaire Pélican, qui était une affaire qui retraçait un scandale politico-financier aux États-Unis. Et cette personne me disait, mais pour moi, le thriller, c'est un roman policier sur fond politico-financier. C'est une définition qui peut être aussi admise. Et le polar, lui, c'est un terme plus large, plus générique pour désigner le roman policier. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de policiers dans le Christ jaune, très peu. En fait, c'est un galeriste de Saint-Tropez qui mène l'enquête. D'accord, mais on va faire juste une petite pause et on va revenir à ce débat. On revient donc au débat avec l'écrivain Jean-Michel Lecoq qui a publié plusieurs polars aux éditions L'Harmattan. Et donc Jean-Michel Lecoq, vous nous disiez Le Christ jaune, donc c'est une histoire qui se déroule à Saint-Tropez? Elle ne se déroule pas à Saint-Tropez. Elle a son ancrage tropézien, un ancrage tropézien. En deux mots, un galeriste de Saint-Tropez, dont la galerie Périclite, reçoit un jour la visite de l'émissaire d'un commanditaire qui reste dans l'ombre, mystérieux, qui lui demande de retrouver, qui prétend que le cabinet, que son père avait un cabinet d'amateurs, avec des œuvres sans grande importance, mais auxquelles il était très attaché sur le plan sentimental, et qui a disparu, qui s'est volatilisé au moment de la guerre. La spoliation, sans doute, des œuvres d'art par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il lui propose des sommes faramineuses pour récupérer des toiles qui n'ont aucun intérêt, apparemment, et dont les auteurs sont parfaitement inconnus. D'abord, il est méfiant, puis ensuite, il voit une aubaine. Donc, il se lance dans la recherche de ces œuvres. Mais à mesure qu'il récupère ces tableaux, des meurtres surviennent qui visent des conservateurs de musées, des critiques d'art, avec une mise en scène très, très curieuse, qui pastiche certaines grandes œuvres, elles, très connues. Et il s'aperçoit qu'il y a un lien entre les deux. Il s'est engagé dans un processus dont il ne peut plus se désengager. Et il va aller jusqu'au bout. Et c'est une descente aux enfers qu'il va connaître. Parce que c'est une vengeance, là aussi. Le thème de la vengeance est récurrent dans mes romans. Ah, le thème de la vengeance revient souvent dans vos livres. Et dans le milieu de l'art, vous pensez que ces vengeances sont courantes et qu'il y a beaucoup de jalousie? J'espère que non. J'espère que non, mais aucun milieu n'est épargné par ce genre de choses. On l'a vu encore récemment dans un certain nombre d'affaires. Ah bah oui, des affaires politiciennes. Et dans le domaine de l'art aussi, une de mes lectrices m'a dit « mais c'est extraordinaire, j'ai lu Le Christ jaune, j'ai aimé Le Christ jaune,
Mais il s'est produit quelque chose de si... Ne vous êtes-vous pas inspiré de ce qui s'est passé à Bordeaux, m'a-t-elle demandé. Mais non, j'ignorais cette affaire de Bordeaux. Je ne connaissais même pas cette affaire de Bordeaux. Alors à Bordeaux, très rapidement, à Bordeaux, des œuvres qui avaient disparu pendant la guerre sont réapparues, parce que, sans vouloir déflorer le sujet, vous pensez bien que les œuvres à la recherche desquelles est parti mon galeriste tropézien ne sont pas n'importe quelles œuvres. En fait, ça recouvre quelque chose d'autre. Bien sûr. Et donc à Bordeaux, il y a eu une affaire d'œuvres qui sont réapparues, des œuvres qui avaient été spoliées dont les Juifs avaient été spoliés pendant la guerre. À l'époque nazie. Il n'y a pas seulement des Juifs. Il y a eu des cas un peu partout, pas seulement à Bordeaux, ceci dit. Oui, bien sûr. Il y a un trésor, d'ailleurs, il y a des œuvres. Il y a le Steve Berry, lui qui est un auteur de polar beaucoup plus réputé que moi, a écrit, je crois que c'est Le Musée perdu, très récemment, il y a 1 an ou 2, tout à fait, qui porte sur ce sujet. Il est paru après Le Christ jaune. D'accord. Je me suis dit, tiens, les grands esprits se rencontrent. Ah ben oui, peut-être même que vous l'avez inspiré, on ne sait jamais. Qui sait, bien sûr, qui sait. Et donc, vous me parliez hors antenne de la une de la couverture, donc vous vouliez autre chose pour le Christ jaune. J'aurais voulu, effectivement, le Christ jaune, tout le monde aura compris qu'il s'agissait de l'œuvre célèbre de Gauguin. Oui, bien sûr. Ce fameux calvaire breton avec un Christ jaune qui a fait scandale à l'époque. Tout à fait. Et qui est maintenant la propriété de la Albright Gallery à Buffalo de New York. D'accord. Et toutes les œuvres d'art, qu'elles soient peinture ou d'ordre littéraire ou musical, tombent dans le domaine public au bout de 70 ans. Donc je voulais utiliser une représentation du Christ jaune pour ma couverture. Malheureusement, on m'a dit, attention, le propriétaire de la toile reste quand même celui à qui, tout à fait. Bon. Celui qui conserve les droits. Donc j'ai tenté en vain. Vous avez tenté de prendre contact avec lui, mais vous n'avez même pas réussi, c'est ça? Non, jamais je n'ai eu de réponse. Donc j'ai mis sur la couverture cette remarquable construction qui est une ancienne église. Oui. Qui se trouve à Saint-Tropez, qui est maintenant un musée, l'Annonciade. Ah, c'est devenu un musée. C'est le musée de l'Annonciade de Saint-Tropez, qui est un musée maintenant qui a une certaine réputation, qui organise des expositions de haut niveau, et dont le conservateur, sous un pseudonyme bien sûr, est un des personnages du roman. Ah ben c'est magique tout ça. Le polar vous permet plein de choses quand même. Vous passez d'un domaine à un autre, d'une découverte à une autre. C'est vraiment magique. Et l'autre roman alors, Le secret des Toscans, qui est toujours paru aux éditions L'Harmattan, c'est toujours un thriller, toujours dans la même veine? Alors c'est un thriller. Et comme je vous le disais en début d'émission, il repose sur mon séjour dans cette ville de Sedan, qui fut une principauté pendant 2 siècles, et qui a eu cette particularité très rare, d'être au moment des guerres de religion, c'est-à-dire entre 1570, la Saint-Barthélemy en gros, et la fin du XVIe siècle, c'est-à-dire l'édit de Nantes, à peu près dans cette période, a été un refuge huguenot. Les princes étaient convertis au protestantisme, mais cette ville était catholique, était peuplée de catholiques. Ah, quand même. Donc... Et cette ville de 1500 habitants, pas plus, 1500 catholiques, a accueilli plus du double de sa population de réfugiés huguenots. Imaginez, aujourd'hui, une ville qui accueille 2 fois sa population de réfugiés. Mais comment se fait-il qu'il y ait tant de tolérance à cette époque-là, dans cette ville? Alors, il n'y avait pas de tolérance. C'était comment? Qu'est-ce qui s'était passé? C'est une alchimie assez mystérieuse. Les princes étaient catholiques et se sont convertis au protestantisme. Ils entretenaient des relations assez étonnantes avec la couronne de France, et notamment avec Catherine de Médicis. Il s'agissait des Lamarque, qui était aussi duc de Bouillon. La famille de Lamarque, qui régnait sur Sedan, avait toujours eu des relations étroites avec la famille royale, à tel titre que des rois de France, je crois que c'est Henri II, était le parrain d'un de leurs enfants. Et le jour de la Saint-Barthélemy, ils étaient au mariage d'Henri IV.
Et alors que tous les seigneurs, ou la plupart des seigneurs huguenots qui étaient au Palais Royal à Paris, ont été assassinés dans leur chambre, dans le château, la nuit du 23 au 24, la famille Lamarck a réussi à s'enfuir avec la complicité de Catherine de Médicis. Il y avait donc des rapports très ambivalents, mais Catherine de Médicis est un personnage très ambivalent, hein, une grande stratège politique. Des rapports très ambivalents entre la famille princière de Sedan et la famille royale. Et l'idée que défendent les historiens, c'est que le pouvoir royal était quand même fragile en France à cette époque. Il était menacé sur sa frontière est par la Lorraine, le duc de Lorraine, par d'autres princes hein, qui étaient alliés de Charles Quint. Pas de Charles Quint, je lis une bêtise, excusez-moi. Qui étaient alliés, ce n'est pas grave. Alliés enfin, qui étaient alliés des princes allemands et qui menaçaient la France. Et les historiens pensent, ou des historiens pensent, que la famille royale, et notamment Catherine de Médicis, voulait s'allier une famille princière forte, une forteresse puissante sur ses frontières de l'Est pour se protéger de la Lorraine notamment, qui était... C'était bien vu de sa part, bien sûr. Voilà, donc il y a toujours cette politique très ambiguë de la part de Catherine de Médicis, et donc cette ville de Sedan a pu accueillir avec toutes les facilités cette population. Et là où est l'alchimie, là où est le mystère, c'est que, hormis quelques problèmes de promiscuité, quelques querelles de voisinage, il n'y a jamais eu de heurt entre la population d'origine catholique. Il n'y a jamais eu d'affrontement, jamais d'assassinat. Jamais, ou très peu. Ou très peu. Et dans votre livre, il y a cette histoire hein, de 1587, mais il y a aussi une autre qui se déroule à Paris. Alors, le livre, en fait, repose sur deux intrigues. C'est ce que vous disiez en début d'émission. Voilà. Je vous disais que le polar vous permettait d'avoir plusieurs intrigues, oui. Eh bien là, c'est l'exemple type. En 1587, Catherine de Médicis envoie un de ses émissaires dans la principauté de Sedan pour enquêter sur des crimes qui ont eu lieu. Des seigneurs florentins, pas florentins, lucquois, pardon, italiens donc, réfugiés à Sedan, ont été assassinés. Catherine de Médicis veut comprendre pourquoi, parce que ce sont des compatriotes, parce qu'il y a un enjeu derrière, voilà. Donc Jean de Mainville, son émissaire, s'installe à Sedan pour enquêter en 1587. En 2007, c'est-à-dire 4 siècles plus tard, des meurtres sont commis, ou des agressions, tout le moins, et même quelquefois des meurtres, sont commis sur des personnalités du monde des historiens ou de la communauté scientifique. Rien. Donc la jeune lieutenant Emma Rivière, de la police judiciaire parisienne, enquête sur ces meurtres, sur ces agressions, mais rien a priori ne semble relier ces deux enquêtes. Et pourtant, au fil du livre, elles vont se rejoindre et ne pourront ne plus en faire qu'une seule. C'est incroyable. 4 siècles séparent ces événements. Comment est-ce possible alors? Alors, c'est possible grâce à une sorte de subterfuge dont est coutumier les romanciers, dont on a retrouvé dans le Da Vinci Code, dans un certain nombre de livres de ce genre. C'est-à-dire, c'est le livre un peu ésotérico-historique qui repose souvent sur le même ressort, le trésor des Templiers. Mais il est vrai que dans ce nord-est de la France, dans cette toute petite région, mais tout petit triangle que constitue le Sedanais, il y a Sedan, il y a Bouillon, Godefroy de Bouillon, tout à fait, qui a pris Jérusalem. Il y a Bourg, la petite ville de Bourg, à 40 km au sud, d'où est originaire Baudouin de Bourg, qui a été le premier roi de Jérusalem. Et c'est de cette région que sont partis tous les chevaliers qui sont allés conquérir la Terre Sainte. Ça, c'est la période des croisades, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il y a là quand même une concentration assez étonnante. C'est quelque chose de troublant. Donc, je me suis dit que c'était une matière romanesque. C'est toujours une matière romanesque et beaucoup de polars. Et d'autres livres d'ailleurs, hein, historiques, ont eu du succès en plongeant un peu le lecteur dans ces périodes dont on ne connaît pas tout. Hein, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des choses qui échappent, y compris aux historiens les plus avertis, n'est-ce pas?
Ah oui, absolument, absolument, et c'est ce qui fait le charme de ces ouvrages. Moi, je ne suis pas un adepte du Da Vinci Code, mais j'ai pris du plaisir à le lire. Bien sûr. Et il m'arrive encore de temps en temps de lire, par exemple, Henri Lovenbruck ou des auteurs de ce type qui écrivent des ouvrages ésotérico-historiques. C'est une catégorie des polars qui est très connue et qui est prisée du grand public. Bien sûr, bien sûr. Bon, j'ai voulu, parce que dans mon roman Le Secret des Toscans, qui était le premier. C'est le premier qui est paru donc aux éditions L'Harmattan aussi, bien sûr. J'ai introduit aussi une dimension un peu fantastique. Ces géants, cette espèce de filtre qui permet presque de se reproduire, de se cloner à travers les siècles. Bon, là, on voit que c'est l'irruption. Là, c'est du fantastique. Du merveilleux. Mais, quelquefois, la réalité rejoint la fiction. Parce que peu de temps après avoir écrit ce roman, je me disais, mais les gens vont me prendre excusez-moi l'expression, pour un zozo, d'aller écrire des choses comme ça, là. J'ai découvert que certains scientifiques sérieux émettait l'hypothèse que l'ADN ne se trouvait pas seulement dans le vivant, mais que l'ADN se trouvait aussi dans la matière et que la matière elle-même serait vivante. Et voilà. D'une certaine façon. Et voilà. Exactement. Et je me suis dit que finalement, ce n'était pas aussi fantastique que ça. Voilà. Mais ça, c'est la part de mystère qu'il faut entretenir autour. Il faut l'entretenir et c'est bien que vous le fassiez dans des polars. Et maintenant, Jean-Michel Lecoq, vous avez publié 4 polars. Est-ce qu'il y a un fil conducteur des 4 polars? Aucun, si ce n'est le roteur. Le roteur, son imagination, je pense, débordante. Bien sûr. Alors, il y a, entre certains d'entre eux, oui, je pense qu'entre Le Secret des Toscans et 24, il est évident. Il y a peut-être des thèmes que vous remettez en... Voilà, déjà, il y a l'histoire, le XVIe siècle. La religion, le protestantisme. Je ne suis pas d'obédience protestante, mais j'ai, de par mon expérience, de par la fréquentation de cette ville de Sedan et de l'histoire, mon épouse a plongé, a recensé toutes les archives protestantes de la ville de Sedan. C'est passionnant. C'est une mine de découvertes. Bien sûr. C'est un éclairage sur l'histoire qui est absolument extraordinaire. Et donc, je me suis pris d'amitié pour le protestantisme. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette histoire des protestants en France est un peu marginalisée aujourd'hui? Alors, elle est tellement marginalisée que je pense que vous avez constaté comme moi qu'un événement majeur de l'histoire de France, la Saint-Barthélemy, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, bien sûr. C'est un événement. D'ailleurs, Philippe Erlanger publie son ouvrage sur la Saint-Barthélemy dans une collection chez Gallimard qui s'intitule « Les 30 journées qui ont fait la France ». Donc, c'est que la Saint-Barthélemy est quand même un grand repère historique en France. C'est un repère fondateur. Y a-t-il une commémoration? Aucune. Il n'y a pas de commémoration de la Saint-Barthélemy. On a l'impression que cet événement est mis sous l'éteignoir. Il est mis en sourdine. Peut-être qu'on ne veut pas en parler parce que c'est sanguinaire quand même. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que la France n'assume pas notre nation. Pourtant, le pouvoir politique aujourd'hui n'a rien à voir avec le pouvoir politique de l'époque. Je veux dire que la monarchie, on l'a tuée depuis longtemps, depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Peut-être aussi la communauté protestante est-elle une communauté qui est très discrète et qui ne revendique pas d'actes de mémoire. Peut-être qu'elle ne sent pas le besoin de revendiquer aussi. Voilà, peut-être. Alors, je n'ai pas d'explication, de véritable explication plausible, recevable à ce phénomène, mais je suis étonné que la Saint-Barthélemy ne soit pas, je veux dire célébrée, le terme est mal choisi, ne soit pas commémorée. En tout cas, qu'on en parle plus. C'est ça que vous voulez dire? Voilà, qu'on n'en parle pas plus, parce qu'en plus, je crois que cette période du XVIe siècle, notamment la fin du XVIe siècle, ça a été quand même, et les guerres de religion ont joué un rôle aussi là-dedans, c'était l'avènement de la France moderne. La France moderne est née à la fin du XVIe siècle. Et dans le Secret des Toscans, dans la ville de Sedan, on s'aperçoit que des villes comme Sedan, mais il y en a eu d'autres, se sont développées, ont connu un essor économique, industriel, qui était qui présidait à la naissance du capitalisme en France. Le capitalisme en France est né
d'aucuns diront peut-être au Moyen-Âge déjà, mais au XVIe siècle, oui, avec la transformation de certaines industries, l'essor de certaines productions, le développement des relations. Et les protestants ont joué un rôle considérable. Je pense que selon les ils ont largement participé à... Voilà, qui ont désacralisé, démythifié le rôle de l'argent, qui ont, disons, décomplexé, voilà, décomplexé par rapport à l'argent. Si nous gagnons de l'argent, c'est que Dieu l'a voulu. Voilà, disaient les protestants. Et ce n'est pas un mal, voilà. C'est ce qu'il disait. Ce n'est pas honteux. Et donc, Jean-Michel Lecoq, avant d'arriver au polar, vous avez écrit quelque chose sur la poésie il y a très longtemps. Hein. En 1972, vous avez écrit « La poésie est un voyage ». Et c'est vrai que c'est un grand voyage. Ah, vous remuez des souvenirs qui sont ça très remonte anciens. À loin, mais la poésie est essentielle dans la vie, peut-être. Ouais, avais-je 20 ans? Je ne sais pas, peut-être, autour de 20 ans. Je n'ose même plus situer C'était une manifestation, j'allais dire pubertaire, post-pubertaire, parce qu'à 20 ans, vous n'avez plus une manifestation pubertaire. Mais vous savez, à l'époque, la poésie avait encore un certain statut, une certaine... Aujourd'hui, la poésie, c'est presque... c'est marginal. Ah, vous croyez que la poésie est morte, c'est ça? Non, je n'ai pas dit qu'elle était morte, je dis qu'elle est marginalisée. Elle est très marginalisée. Elle n'a plus la place qu'elle avait à une époque, au XXe siècle. Bon, si on prend des poètes comme Prévert, Aragon, la poésie avait un statut très fort. Aujourd'hui, la poésie n'a plus ses têtes d'affiche, elle n'a plus cet écho. Mais peut-être que c'est propre à la poésie parce que les poètes ne sont reconnus en général qu'après leur mort. Ce fut le cas avec Baudelaire, avec Rimbaud, et même les gens que vous citiez tout à l'heure, ce n'étaient pas forcément des gens qui étaient très respectés de leur vivant, hein. Oui, mais on déclamait quand même de la poésie dans les représentations, dans les salons, on déclamait de la poésie. La poésie se vendait. La poésie se vendait. Aujourd'hui, je pense... Pas beaucoup quand même, hein, même à cette époque-là, hein, parce qu'effectivement aujourd'hui, on peut encore déclamer des poèmes. Il y a des festivités poétiques, il y a le printemps des poètes, mais il y a même parfois des petits poèmes qui sont dans les placards du métro parisien, par exemple. Mais effectivement, vous avez raison, la poésie reste un genre à part. Mais aujourd'hui, est-ce que la chanson n'a pas d'une certaine façon remplacé la poésie? Y compris la variété. Je pense à des chansons de Nougaro, qui sont pour moi, Nougaro, Brel ou d'autres. Ça c'est déjà de la poésie, ça. C'est de la poésie, mais c'est peut-être la plus belle des poésies aujourd'hui. Hein? Même si un chanteur comme Brel disait qu'il n'était pas poète, peut-être qu'il le disait par modestie. Oui. Mais peut-être parce que c'est mal porté de dire qu'on est poète aussi. On préfère dire qu'on est chanteur. Oui, on peut réfléchir comme ça. Je n'ai pas d'explication. Mais à l'époque où j'ai publié ces poèmes, il faut dire aussi que je suis originaire d'une région, d'une région, les Ardennes, qui a quand même été le berceau de Rimbaud et de Verlaine. Tout à fait. À Rimbaud, je préfère Verlaine. C'est vrai? Ah oui. Pourquoi? Je trouve que Rimbaud a un grand talent, que c'est quelqu'un qui a écrit de belles choses. Le Dormeur du Val est un modèle du genre. Tout à fait. Mais je lui préfère la musicalité de la poésie de Verlaine. Peut-être qu'il a écrit plus que Rimbaud aussi. Oui, ou un Laforgue. Je sais pas, c'est très subjectif, bien sûr. Comme tous les goûts en matière artistique. C'est une question de goût, oui, bien sûr, c'est clair. Alors quand j'ai écrit ces poèmes, je me revendiquais un petit peu de ça, de Verlaine. Et puis je me suis lancé un petit peu dans des poésies un petit peu absconses, voilà, parce que c'était une période dans ma vie qui était un petit peu, sinon tourmentée, du moins, où je me posais des problèmes métaphysiques. Mais c'est bien de se poser des problèmes métaphysiques à 20 ans. Voilà. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus prosaïque. Aujourd'hui, c'est autre chose, c'est le polar. Et donc, vous avez complètement laissé de côté la poésie? Totalement. C'est incroyable quand même. Comment se fait-il? Vous avez été pris par votre travail, peut-être? Alors oui, j'ai été pris par mon travail, c'est clair. J'ai eu des velléités d'écrire des romans, des nouvelles quand j'avais un peu moins d'une trentaine d'années, entre 20 et 30 ans. J'ai des manuscrits qui dorment, qui sont très anciens, qui ont 30 ans, qui sont dans les rayons de ma bibliothèque,
qui n'ont jamais... ça c'est bien, vous pourrez les reprendre. Et ce ne sont pas des polars, c'est ça? Il y en a un. Ah, il y en a un quand même. L'autre, c'est une œuvre qui n'est pas autobiographique, mais qui est une saga, Ma famille, voilà, qui a une histoire, qui a traversé des périodes et qui est une histoire relativement intéressante. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de devenir inspecteur de l'éducation nationale, de devenir cadre de l'État, c'est un métier qui à la fois prend beaucoup de temps, donc laisse peu de temps pour la fantaisie. Oui. Il est très, très aliénant de ce point de vue, pour la créativité, pour l'administration en elle-même a dû tuer momentanément ou mettre en sommeil mon imagination. Alors, vous le dites bien, momentanément, hein, pas définitivement. Oui. Non. Ça c'est bien. Et vous, Jean-Michel Lecoq, alors, comment est-ce que vous regardez aujourd'hui les livres qui se publient en France, hein, dans cette sphère du polar, vous avez des écrivains qui sont des références pour vous? Ah oui. Ce sont lesquels? Indéniablement. Alors, j'ai une référence qui n'est pas un modèle, mais une référence en termes d'atmosphère dans mes livres, c'est Fred Vargas. D'accord. J'aime beaucoup ce qu'écrit Fred Vargas, qui est un grand nom de la littérature policière en France. J'ai découvert aussi des poètes, excusez-moi. C'est la même chose. Des auteurs de polar qui sont aussi des poètes. Oui, tout à fait. C'est ce que je voulais dire. Je pense notamment aux écrivains nordiques. Oui. Qui ont beaucoup de succès. Qui ont beaucoup de succès. Mais je ne parle pas de ceux qui ont le plus de succès. Ah, vous parlez des autres. Oui, je ne parle pas de Larsson, je ne parle pas des Suédois. Si, chez les Suédois, moi je préfère Mankell, hein, avec le fameux commissaire Wallander. Mais j'ai découvert les Islandais et les Norvégiens. Et qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Alors, c'est un univers... Ils ont un autre imaginaire? Absolument. Si mon épouse était à ma place, elle vous parlerait des Finlandais aussi, mais pas en matière de polar, de roman tout simplement. De roman tout simplement. Les pays nordiques, les auteurs nordiques, les Islandais, les Norvégiens et aussi les Finlandais, recréent une ambiance que nous ne connaissons pas, nous, en France ou dans les pays européens, du continent européen, comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, que sais-je encore. Ce sont des pays qui ont... D'abord, ce sont des pays qui vivent l'hiver, qui sont marqués par les conditions hivernales. L'hiver est très long. Par une austérité très forte, par l'obscurité, le manque de lumière, la dépression, l'alcoolisme, le mal-être. Je ne dis pas que ce sont des pays où les gens sont malheureux. Non, c'est vrai qu'on a ce sentiment que les gens sont plus heureux là-bas. Et ces conditions de vie, ces conditions sont très bien restituées dans les polars. C'est une atmosphère propice aux polars. Il y a un arrière-plan sociologique, un arrière-plan psychologique qui donne au polar une intensité extraordinaire. Je pense particulièrement à Arnaldur Indridason, l'Islandais. Et est traduit en français, bien sûr. Traduit en français, bien sûr. Alors, excusez-moi, momentanément, le nom de son éditeur français m'échappe. C'est pas grave. Je me demande si c'est pas Rivage, mais je n'en suis pas sûr. C'est possible. Et Arnaldur Indridason a une écriture très forte, restitue d'un climat. L'Islande est un pays extraordinaire. Un jour, il faudra que j'aille en Islande, découvrir ce pays. Cela vous permettra d'être inspiré et de ramener de là-bas un autre polar. Non, parce que je crois qu'il n'y a qu'un auteur. Maintenant, je crois qu'il n'y a qu'un auteur islandais de souche qui baigne dans l'atmosphère du pays, qui puisse vraiment la traduire, la restituer. C'est pas possible pour les autres? Non, je préfère le polar méditerranéen. Moi, vous savez, j'habite en Provence et je situe maintenant mes polars dans le sud de la France. Il y a plus de lumière, il y a plus de soleil. Et puis c'est une ambiance dans laquelle je baigne. Je crois qu'il faut baigner dans une ambiance, baigner dans une région, vivre dans une région pour véritablement en restituer l'âme, l'essence. D'accord. Et pour le roman en général, alors, donc, je vous demandais si vous avez des références. Et en littérature française d'aujourd'hui, comment vous la voyez, si vous avez un peu le temps de lire ce qui se publie? Tout dépend de ce que vous appelez littérature d'aujourd'hui. Est-ce que c'est celle de 2010, 2011, 2012 ou un peu plus ancienne? On peut revenir jusqu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être. Mon auteur, celui que je vénérais, auquel je rends hommage dans mon dernier polar, Portrait robot, c'est Georges Perec. Je trouve que c'est un des plus grands auteurs que le XXe siècle ait connu.
Et je pense que son chef-d'œuvre, qui a eu le prix Médicis en 1978, La vie mode d'emploi, est un des plus grands romans que j'ai lus. Un des plus grands romans que j'ai lus. C'est un pavé. C'est un gros pavé, oui. Effectivement. Oui. Mais alors j'ai rencontré des gens qui, malheureusement pour eux, n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout parce que. Il est assez difficile à lire. C'est un roman des choses. Hein. Oui, mais c'est un roman extraordinaire et toute sa production est absolument fabuleuse. Mais mes références, elles sont pas contemporaines, mais elles sont modernes. Mes références et ma référence principale, c'est Flaubert. Ah, c'est Flaubert. Flaubert est l'auteur le père du roman moderne. Ouais. Tout à fait. Beaucoup de grands écrivains de différentes nationalités le disent, effectivement. Plus que Madame Bovary, c'est l'éducation sentimentale qui est mon œuvre préférée chez Flaubert. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi Proust. Bien sûr. Malgré la difficulté qu'on attribue à cet auteur, je trouve que c'est un auteur extraordinaire. Il faut rentrer dans son monde. Mais malheureusement, on arrive à la fin de l'émission, Jean-Michel Lecoq. Peut-être qu'on a oublié quelque chose. Je ne sais pas. Bien, un dernier mot. Hein. Non, on a dit, à mon avis, l'essentiel, mais on ne sait jamais. Peut-être que vous avez un dernier mot. Mon dernier mot, c'est que le roman qui m'occupe actuellement, qui devrait paraître au cours de l'hiver prochain, ou à la sortie de l'hiver prochain, et se déroule dans les Cévennes. Ce sera encore un polar contemporain, un thriller, dont le titre sera Rejoint à la meute. Parlant en soi, voilà. Et c'est le livre auquel je suis en train de travailler, que je peaufine, que je termine, voilà. Eh bien, nous vous souhaitons bon courage et bonne continuation. Et merci d'être venu à Berbère Télévision. Voilà, et je vous donne rendez-vous sur mon blog, si vous voulez, www.mafabriquedepolar.com. Voilà, mafabriquedepolar.com. Merci aussi à vous, mes amis, de nous avoir écoutés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.